épisode d'EconoTalks, qui est du coup la suite du premier épisode qui traitait de l'économie chinoise, via la lecture du livre Chinacorp 2025 de Jean-François Dufour. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à y jeter un coup d'œil pour avoir un complément d'infos. J'y parle de la raison d'être de cette chaîne, premièrement, du contexte interne chinois et de la stratégie de développement chinoise. Et bien si vous l'avez vu, installez-vous, on va pouvoir commencer directement. Pour Dufour, pour comprendre comment fonctionne l'économie chinoise, il y a deux acteurs principaux auxquels il faut s'intéresser, le PCC et les banques. Le premier étant l'entité politique la plus puissante du pays, et le second étant le canal de transmission principal de la volonté politique dans l'industrie et l'économie. En 2017, le PCC rassemblait 89 millions d'adhérents, soit plus que la population allemande, ce qui en fait le deuxième plus grand parti politique du monde après le BJS indien de Narendra Modi et ses 180 millions de membres. La différence avec le BJS, c'est que le PCC trie ses adhérents sur le volet, au point où on estime que seulement un candidat à l'adhésion sur 10 obtient une carte de membre. La structure du pouvoir est relativement simple. Le secrétaire général du parti est élu par le comité central du parti, tandis que le président de la République est élu par l'Assemblée nationale populaire, qui est le Parlement chinois. Cette assemblée étant à très large majorité constituée des membres du PCC, elle élit souvent un candidat unique présenté par le PCC, qui se trouve être très souvent le secrétaire du parti. Depuis 30 ans maintenant, le président de la République a systématiquement été le secrétaire général du parti. Et auparavant, Mao avait lui aussi eu la double casquette de secrétaire général et de président. Ensuite, le président nomme un Premier ministre qui dirige le Conseil d'État, la principale entité administrative qui contient les différents ministères et commissions. L'État et le parti sont totalement imbriqués l'un dans l'autre, au point où ça n'est presque plus qu'une seule entité. Néanmoins, à chaque strate du pouvoir étatique, il y a un doublon du PCC qui a plus d'influence. Par exemple, le secrétaire régional du PCC a plus de pouvoir que le gouverneur de la région, ou le chef du parti a plus de pouvoir que le Premier ministre. Aussi, les membres influents d'institutions étatiques sont également membres du Parti communiste, ce qui de facto tue dans l'œuf l'éventualité d'une indépendance de prise de décision d'un organisme étatique. En plus d'avoir le contrôle des centres de prise de décision de l'État, le PCC va aussi plus en profondeur à l'intérieur de la population. L'administration compte 40 000 municipalités, une municipalité étant la plus petite division administrative du territoire, tandis que l'on compte 700 000 comités de village, qui sont des petites organisations affiliées au PCC. Dans les entreprises publiques, le président est très souvent aussi secrétaire du comité du PCC de l'entreprise. Et dans le privé, deux tiers des entreprises ont une cellule du PCC. Politiquement, le PCC est donc partout, du plus petit village au plus haute strate du pouvoir. Il peut faire remonter des informations grâce à ses membres, qui tiennent toujours des postes relativement importants à l'échelle à laquelle ces personnes évoluent. Mais bien sûr, une si grande masse d'individus à des postes de décision produit des tensions qu'il faut pouvoir défaire d'une façon ou d'une autre, ce qui amène un élément important, la gestion des membres turbulents. La politique des tigres et des mouches a été une campagne menée par le gouvernement de Xi Jinping visant à s'attaquer à la corruption. Mouche est le nom donné aux individus ayant une influence restreinte et dont la corruption n'a pas un grand impact, mais dont le grand nombre affecte le bon fonctionnement des institutions. Et tigre est le nom donné aux personnages beaucoup plus influents et dont la corruption est beaucoup plus grave. Le message de cette campagne pour la population était le suivant. Que vous soyez un petit ou un gros, vous n'échapperez pas à la justice. Ce genre de message où le gouvernement se dresse face aux puissants est toujours convaincant auprès de la population et leur a donné une bonne image. Mais en réalité, la lutte contre la corruption est un instrument du PCC, permettant de faire sauter les opposants internes de façon justifiée. Cette police interne est incarnée par le CCID, le Comité central pour l'inspection disciplinaire, qui mène des luttes internes violentes au service des factions dominantes du parti. On prendra comme exemple marquant la condamnation de Bo Xilai, principal opposant de Xi Jinping avant qu'il n'accède au pouvoir, et qui a été condamné à la perpétuité pour corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir en 2013. Le CCID fait aussi pression sur les entreprises. 12 patrons de grands groupes ont été mis sous enquête pendant le premier mandat de Xi Jinping. Et récemment, on a assisté à la disparition temporaire de Jack Ma, après ses déclarations critiques envers la politique gouvernementale en matière financière. On a dit dans la première vidéo que le gouvernement ne veut pas de dispersion des ressources, mais il en va de même des patrons. Ils doivent tous avoir des convictions et des idées en accord avec celles du gouvernement. On a vu que c'est le PCC qui prend les principales décisions sur les politiques et réformes à mener. Par contre, c'est le Conseil d'État, dirigé par le Premier ministre nommé par le Président, qui va se charger de les faire appliquer. Le Conseil d'État chapeaute tous les ministères, lesquels se chargeront d'atteindre les objectifs fixés dans leurs domaines respectifs. Le rôle du ministère, dans le processus de développement des secteurs auxquels il est affilié, passe premièrement par la modification des réglementations, faisant en sorte d'inciter ou de dissuader les entreprises à faire certains choix qui pourraient avoir un lien avec le projet global que l'État a conçu pour leur industrie. Deuxièmement, le ministère assure la coordination entre les branches de l'industrie, faisant en sorte qu'une certaine complémentarité puisse naître, ou tout du moins que l'on évite une concurrence trop néfaste entre les entreprises. Et troisièmement, le ministère administre les choix dans le financement accordé aux entreprises. Il y a une multitude de ministères, mais celui qui tient une place centrale dans le projet Made in China 2025, c'est le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information.
Pour rappel, c'est de leur succès dans le développement des nouvelles TIC que dépend la modernisation du tissu industriel chinois. Le ministère des Sciences et Technologies, en lien étroit avec les académies chinoises d'ingénierie et les académies chinoises des sciences, travaille comme intermédiaire entre les chercheurs et les entreprises publiques et essaime les innovations. C'est-à-dire que quand un progrès est réalisé, le ministère des Sciences et Technologies fait en sorte que les acteurs de l'industrie soient tous plus ou moins vite équipés de cette nouvelle technologie. Un autre ministère important est celui des Finances, qui est, via la China Investment Corp, l'actionnaire majoritaire des 4 plus grandes banques commerciales du pays. Mais nous y reviendrons dans la partie dédiée. Les commissions sont des organes à l'intérieur de l'appareil gouvernemental qui ont pour mission de superviser la gestion ou l'élaboration de certains éléments essentiels dans l'organisation de la structure politique et économique chinoise. Leur impact étant transsectoriel, ces missions ne peuvent pas être données à un seul ministère. La NDRC, ou National Development and Reform Commission, est une commission qui rédige les plans quinquennaux et accorde certains permis aux entreprises d'investir à l'étranger. C'est d'ailleurs un point sur lequel il faut revenir. Lorsque Deng Xiaoping avait utilisé le terme d'économie de marché socialiste pour qualifier l'économie chinoise, les Occidentaux y avaient vu un artifice de langage, créé pour mieux faire passer la pilule à la population chinoise du passage de l'ère communiste à l'ère d'économie de marché. Mais cette transition n'a jamais eu lieu, et les plans quinquennaux ne sont pas des reliques d'un système abandonné, mais un élément fondamental de l'économie chinoise. Les rapports issus de ces plans quinquennaux indiquent aux entreprises quels sont les investissements qui seraient susceptibles d'être soutenus par le gouvernement à l'avenir. Et comme le soutien du gouvernement est essentiel, les plans quinquennaux donnent aux entreprises des indications essentielles pour leur politique future. La deuxième commission importante est la SASAC, pour State-Owned Asset Supervision and Administration Commission, et qui a pour mission de gérer pour l'État la centaine d'entreprises publiques stratégiques chinoises. En 2017, 48 sont reprises dans le top 500 des plus grosses entreprises mondiales, un classement établi par Fortune, un magazine américain. Dans les rangs de la SASAC, on trouve par exemple les 4 plus grosses entreprises mondiales dans le domaine du BTP, dont la première a, à elle seule, conclu 145 milliards de dollars de contrats en 2017, soit pas loin du tiers du PIB belge de l'époque. Elle possède aussi le premier producteur d'électricité mondial, avec China Energy, qui a produit en 2019 l'équivalent de la consommation de la France et de l'Allemagne réunies. On y retrouve également le premier distributeur mondial d'électricité, avec SGCC, qui gère 940 000 km de lignes à haute tension, soit 9 fois plus que le total français, ou encore CMCC, le plus grand opérateur téléphonique mondial avec plus de 900 millions d'abonnés. La SASAC coordonne les actions à l'international des entreprises pour qu'elles ne se marchent pas sur les pieds, et elle restructure et réorganise les entreprises si nécessaire. En 2003, 198 entreprises étaient sous le contrôle de la SASAC, et 15 ans après, le nombre est tombé à 98 en raison des fusions stratégiques organisées par la SASAC. À titre d'exemple, en 2016, la Chine était à la fois deuxième importateur et premier exportateur au niveau mondial, faisant donc d'elle le plus grand marché pour les entreprises de transport maritime par conteneur. Pourtant, la Chine ne possédait aucun des leaders mondiaux dans le domaine. Pour pallier à cette faille, la fusion de COSCO et de China Shipping Group a été organisée dans un premier temps. Ce sont deux groupes relevant du SASAC et respectivement 6e et 7e mondiaux dans le domaine du transport par conteneur. Cette fusion a permis à ce nouveau groupe d'atteindre la 4e place mondiale dans le transport par conteneur et le premier rang mondial dans le transport maritime en général. À cette entité a encore été ajouté OOCL, un groupe hongkongais actif dans le transport maritime, pas sous le contrôle de la SASAC mais proche des intérêts de Pékin, ce qui a permis à la Chine de créer artificiellement en 2 ans le numéro 3 mondial dans le transport maritime par conteneur, à égalité avec le numéro 2. Autre exemple plus agressif de ce que la SASAC est capable de faire. En 2008, Vale, un producteur brésilien de minerais de fer, se rend compte qu'il a intérêt à posséder de plus grands bateaux pour transporter sa marchandise. En effet, Vale considère comme nécessaire de faire des économies d'échelle, la Chine étant son plus gros client et l'Australie, plus proche, son plus gros concurrent. Ayant un minerai de meilleure qualité mais subissant la concurrence des coûts de transport australiens plus faibles, Vale devait réagir s'il ne voulait pas perdre des parts de marché importantes. Des contrats de construction de bateaux transporteurs géants avec des constructeurs chinois et coréens ont alors été conclus, qui pouvaient alors être mis en service pour 2011. Et c'est dès 2012 que le système chinois resserre son étau. La Chine a ainsi interdit ses ports aux bateaux de plus de 300 000 tonnes, prétendument pour lutter contre les monopoles. Mais en réalité, seuls les bateaux de Vale dépassaient ce seuil, et les Chinois le savaient pertinemment puisqu'ils avaient participé à la construction de leur flotte. C'est seulement après 3 ans de négociations que les bateaux brésiliens ont pu accoster en Chine, mais uniquement après que Vale ait signé 2 accords. Premièrement, COSCO, possédé par la SASAC, comme on l'a déjà vu, devient l'armateur de tous les bateaux faisant la liaison Chine-Brésil. Et secondement, Vale s'est vu dans l'obligation de commander 30 autres bateaux de transport, exclusivement réalisés par des constructeurs chinois, et pour 24 d'entre eux, par des constructeurs de la SASAC. Ce genre d'opération de rétention n'est possible que grâce au pouvoir du SASAC. Elle peut saisir chaque opportunité pour chaque secteur, et faire en sorte que les secteurs connexes puissent eux aussi en tirer quelque chose.